Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un phénomène à la fois invisible et dévastateur, le RH éponge. C'est une métaphore bien sûr, mais elle est très parlante. Elle décrit comment les professionnels des ressources humaines finissent par absorber toute la souffrance d'une organisation jusqu'à l'épuisement total. Cette citation, elle va nous guider tout au long de notre analyse. Et elle met tout de suite les choses au clair. Le vrai problème, ce n'est pas l'éponge, mais c'est le robinet qui fuit, en permanence. On ne parle pas d'un problème individuel, mais bien un symptôme qui concerne tout le système. Allez, on rentre dans le dur avec les chiffres. Et attention, ça pique. Une étude de Sedge de 2024 nous dit que 81% des responsables RH se sentent en burn-out. 81%. Ce n'est pas une petite minorité, c'est l'immense majorité. Ça veut dire que pour plus de 8 personnes sur 10 dans le métier, l'éponge est déjà pleine à craquer. Et ce n'est pas fini. La SHRM, toujours en 2024, nous apprend que près d'un pro RH sur deux dit que son travail a eu un impact négatif sur sa santé mentale. C'est un comble, non ? Ceux dont le job c'est de prendre soin des autres, eh bien ils en paient le prix fort sur leur propre santé. Et pour boucler ce premier tour d'horizon, l'étude Sedge montre que 95%, donc la quasi-totalité des leaders RH, estiment que leur charge de travail est excessive et qu'elle est une source de stress chronique. Le constat, il est brutal. La fonction RH vit une crise, mais une crise silencieuse. Donc cet épuisement généralisé, ce n'est que le symptôme. C'est la partie visible de l'iceberg. Notre point de départ, il est là. L'éponge est saturée. Maintenant, la question c'est, pour comprendre comment la vider, il faut d'abord comprendre pourquoi elle se remplit si vite. Et pour poser le bon diagnostic, il faut aller voir plus loin que la personne. On va avoir besoin de concepts un peu plus poussés qui nous viennent de la psychologie et de la sociologie du travail. Alors attention, le burn-out, c'est pas juste un coup de fatigue. Comme le montre ce tableau, qui s'appuie sur les travaux fondateurs de Maslach et Jackson en 1981, c'est un syndrome bien précis en 3 dimensions. D'abord, l'épuisement émotionnel. C'est quand on n'a plus l'énergie d'accueillir la détresse des autres. Ensuite, la dépersonnalisation. On devient cynique, distant, pour se protéger. Et enfin, la perte d'accomplissement. C'est quand on se met à douter de sa propre utilité. Et chacune de ces dimensions, elle résonne de façon très particulière dans le quotidien d'un RH. Maintenant, on arrive au concept clé, la fonction contenante de Wilfred Bion. Qu'est-ce que c'est ? En simple, c'est la capacité de recevoir une angoisse brute, de la digérer mentalement et de la restituer d'une manière qui soit pensable, gérable. Et devinez qui est désigné dans l'organisation pour remplir ce rôle ? Le RH. Ce processus, il se passe en 3 temps. D'abord, on reçoit les angoisses brutes, les éléments bêta, comme disait Bion. Ensuite, on les transforme en pensées, on leur donne du sens. Et enfin, on restitue une compréhension qui, idéalement, apaise. C'est un travail psychique qui est invisible, mais incroyablement intense. Et c'est là que tout bascule. Le principe de base de Bion est très simple. Tout contenant a une capacité limitée, que ce soit une personne ou une équipe. Et quand le flux d'angoisse dépasse cette capacité, eh bien le contenant se fissure, il déborde, ou pire, il s'effondre. Et si on ajoute une couche par-dessus, il y a ce qu'Harley Hochschild a appelé le travail émotionnel. Le RH doit constamment gérer ses propres émotions pour afficher celles qu'on attend de lui. Qu'il fasse semblant surface, ou qu'il essaye vraiment de ressentir l'émotion attendue, dans les 2 cas, la route mène à l'épuisement. C'est d'ailleurs confirmé par une méta-analyse très récente de 2024, parue dans BMC Psychology. Bon, on a vu ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Mais maintenant, il faut qu'on regarde d'où vient toute cette eau. Quelle est cette fuite invisible qui sature l'éponge en permanence ? On passe au système. En fait, cette mécanique d'épuisement, elle est presque écrite d'avance. C'est une pièce en 4 actes. Acte 1, l'organisation, de manière inconsciente, assigne le rôle de poubelle émotionnelle au RH. Acte 2, le RH introjecte, c'est-à-dire qu'il accepte ce rôle, souvent parce qu'il veut bien faire. C'est le piège de la bonne volonté. Acte 3, la saturation. Les ressources s'épuisent parce que personne ne vient contenir le contenant. Et l'acte final, c'est l'effondrement, le burn-out. Ce qui est fascinant, c'est le décalage entre ce qu'on dit, le discours de surface, et ce qui se joue vraiment en profondeur. Le fameux « je suis là pour les gens » cache souvent un rôle de sauveur qui est impossible à tenir. Et le point crucial, c'est celui-ci. Quand toute la souffrance d'une boîte converge vers les RH, c'est le signal d'alarme. Ça veut dire qu'il y a une défaillance managériale à plus grande échelle. Tout ça, c'est un drame humain, bien sûr, mais ça a aussi des conséquences très concrètes et très chères. On va parler un peu de l'impact financier. Parce que le burn-out d'un RH, ce n'est pas juste un problème humain, c'est un vrai problème de performance pour l'entreprise. L'American Journal of Preventive Medicine a mis un chiffre là-dessus. Tenez-vous bien, le burn-out d'un seul cadre coûte en moyenne plus de 20 000 $ par an à son entreprise. C'est un mélange de perte de productivité et de risque de départ. C'est un coût direct, mesurable. Et quand un RH part parce qu'il n'en peut plus, le remplacer coûte une fortune.
La SHRM estime ce coût entre 50% et 200% de son salaire annuel. Perdre ces talents, qui ont été usés par le système, ça a un prix qui est exorbitant. Et si on dézoome à l'échelle mondiale, l'Institut Gallup, en 2024, a fait le calcul. La perte de productivité liée au désengagement, qui est une conséquence directe du burn-out, s'élève à 850 milliards de dollars. Ce n'est pas un petit problème de niche, c'est un enjeu économique planétaire. Et ce graphique y montre parfaitement l'effet boule de neige. Un RH qui est en burn-out, ça veut dire potentiellement plus d'absentéisme dans les équipes, plus de départs, moins d'engagement et une performance globale qui chute. Logique. Qui va s'occuper de ces problèmes si ceux qui sont censés le faire sont eux-mêmes à terre? Ok, le constat est assez sombre. Alors on fait quoi maintenant? Comment on passe à l'action? La solution, ce n'est pas de tordre l'éponge plus fort. Non, c'est d'aller réparer la tuyauterie. Et ça se fait à plusieurs niveaux. Premier niveau, la personne RH elle-même. L'idée, c'est de lui donner un contenant pour son contenant. Ça passe par de la supervision individuelle, des groupes d'analyse de pratiques entre pairs, des rituels pour déposer la charge émotionnelle de la journée, et surtout, redéfinir son rôle. Passer d'une posture d'absorbeur à celle d'accompagnateur. Deuxième niveau, et celui-là il est absolument clé, le management. Les managers de proximité sont en première ligne. Il faut les former à l'écoute, leur donner des espaces à eux pour pouvoir souffler, et surtout faire de la santé relationnelle de leurs équipes un vrai indicateur de performance. En gros, on redistribue la fonction contenante. Et enfin, troisième et dernier niveau, le système tout entier. L'objectif, c'est de créer des structures pour que la souffrance puisse être dite et traitée de manière collective. Des groupes de parole, un baromètre de la santé psychologique et même une vraie politique d'entreprise qui reconnaît la charge émotionnelle comme une vraie charge de travail. Et on va se quitter sur cette question, une question à se poser ou à poser. Qu'est-ce qui se passerait dans cette organisation si vous n'étiez plus là pour tout absorber? La réponse à cette question ne révèle pas une faiblesse individuelle, elle révèle la structure de dépendance de tout le système. Et c'est précisément là que le vrai changement doit commencer.